Bonjour Simon, bonjour Soline, bonjour à tous. Merci d'être, vous êtes à vrai dire très nombreux à être particulièrement ponctuels, je vous en remercie. Et je vais démarrer de ce pas, je me présente, je m'appelle Lorraine, Lorraine Gouin, je suis responsable du programme Solidatech. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis particulièrement bien entourée puisque j'ai avec moi d'une part Cécile Bazin de Recherche et Solidarité. Salut Cécile. Bonjour. Et d'autre part, Bory Mungel de Solidatech et du CRDLA numérique. Salut Bory. Salut Lorraine, salut Cécile. Je vais garder la parole un petit instant pour des aspects pratico-pratiques et puis pour vous présenter en quelques slides express Solidatech et je passerai la parole à ces deux jeunes gens qui auront les informations intéressantes du jour à vous partager. Pour ma part, je tiens à vous dire que ce webinaire, il est enregistré et on mettra à votre disposition le replay ainsi que le support de présentation. Ça sera fait d'ici un jour ou deux et vous recevrez le lien par email. Ça sera aussi disponible dans le centre de ressources de Solidatech. Sachez aussi que si vous avez des questions à destination de nos intervenants, c'est le bienvenu et on a un temps prévu à cet effet sur la fin du webinaire. Et je vais vous demander dans ce cas-là de bien passer par la fonctionnalité Q et R pour questions et réponses qui est en bas de votre écran. On ne prendra pas de questions dans le chat. Je ne vous casse pas qu'on est nombreux aujourd'hui, ce qui est super. Mais du coup, on va essayer d'être un petit peu discipliné. Et donc, mettez-nous, s'il vous plaît, un petit peu de contexte dans votre question, puisqu'on la prendra à la fin. Et je remonterai tout ça à Cécile et Boris. Pour le chat, en revanche, et je vois que Jean-Luc encore et plein d'autres personnes parmi vous en ont bien compris l'usage, ça sert à se dire bonjour et aussi à partager avec les autres participants du webinaire voilà, des retours d'expérience, des commentaires supplémentaires, etc. J'ai envie de dire tout sauf des questions qui sont à destination de nos intervenants. Cela étant dit, je partage mon écran pour quelques slides de présentation Solidatech. Ça va être très rapide. En plus, je ne doute pas qu'il y a une partie non négligeable d'entre vous qui nous connaissent déjà. Césatex, c'est donc un programme qui est là pour aider les associations à renforcer leur impact grâce au numérique. Et ça, concrètement, on le fait de deux manières. D'une part, on vous permet de réaliser des économies sur le numérique et d'autre part, de monter en compétences. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces belles promesses? D'une part, sur la partie économie, ça concerne en fait aussi bien les logiciels que le matériel. Donc, pour la partie logicielle, on va vous aider à identifier les solutions gratuites qui sont pertinentes pour votre association. Pour les solutions payantes, on va vous permettre de bénéficier de tarifs réduits sur celles-ci, et ce, quelles que soient vraiment les thématiques couvertes par les logiciels, donc de la cybersécurité aux outils de communication, en passant par la comptabilité, etc. Et puis sur le matériel informatique, pareil, c'est très vaste puisque cela concerne aussi bien du matériel reconditionné notamment par nos collègues en insertion que du matériel neuf et aussi bien des ordinateurs fixes que portables, des écrans, des MacBooks, des smartphones, etc. Le tout équipé des systèmes d'exploitation de votre choix. Et sur la partie montée en compétences, il y a plein de choses aussi dans cette catégorie, à commencer par le fait qu'on est organisme de formation certifié Calliope et on vous propose plein de formations, soit de sensibilisation aux enjeux du numérique, sur le travail collaboratif, le RGPD, etc., ou des formations aussi à certains outils précis comme Microsoft 365. On a aussi un super outil, soit dit en passant, développé entre autres par Boris d'ailleurs, d'autodiagnostic numérique qui vous permet voilà, de faire votre autodiag en toute autonomie, mais on vous accompagne aussi à le faire et à construire votre feuille de route si vous le souhaitez. Chaque mois, on publie des articles, des newsletters, on organise un webinaire tel que celui-ci. Et puis, on a aussi des programmes d'accompagnement gratuits pour les associations, tels que l'accélérateur en ce moment qui a lieu, où là, c'est notre collègue Elora qui est en train d'accompagner 10 assos sur le bénévolat et comment le numérique peut aider à recruter des bénévoles, les maintenir mobilisés, etc. Donc, de beaux programmes aussi au long cours. Et enfin, je le mentionnais en introduction pour ceux qui étaient là à 30, Boris est aussi chez nous chargé du CRDLA numérique. Donc, pour ceux qui connaissent les dispositifs locaux d'accompagnement, eh ben, on est centre de ressources pour ces chargés de mission sur le numérique, un programme agréé par l'État.
Voilà, dernier slide pour ma part, qui est l'occasion de vous dire de vous inscrire chez Solidatech si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. On est déjà plus de 45 000 assos depuis 2008. Et puis, un petit rappel aussi au passage pour ceux qui ne le savent pas, qu'on fait partie du mouvement Emmaüs à travers les ateliers du bocage. Voilà pour ma part. Comme je vois que vous êtes nombreux aussi à être arrivés en cours de route, je rappelle juste l'essentiel sur le fait que ce webinaire est enregistré et que le support de présentation sera mis à votre disposition dans notre centre de ressources et envoyé par email. Donc, voilà, vous avez toutes les infos clés pour votre prise de notes. Et si vous avez des questions qu'on remontera à la fin du webinaire, il faut bien passer par la fonctionnalité Q et R. Merci beaucoup. Sur ce, je passe la parole à Cécile qui va présenter brièvement aussi Recherche et Solidarité, notre partenaire de longue date sur cette belle étude. Cécile, c'est à toi. Merci beaucoup. Oui, avec Bory, on va à deux voix vous présenter les principaux résultats de cette enquête 2025. Alors, à deux voix, mais vous imaginez bien, derrière et à côté de nous, il y a toute une équipe, que ce soit chez Solidatech, chez bien sûr Recherche et Solidarité et parmi nos partenaires. Donc, on est parti pour 45 minutes de présentation. Bory, si tu veux bien poursuivre les slides. Et voilà, vous donner quelques éléments de contexte, à commencer par ce partenariat, un partenariat historique en effet, puisqu'il a démarré en 2013. Pour prendre aussi et vous dire quelques mots de recherche et solidarité, comme Lorraine m'invitait à le faire, pour vous dire qu'on est une association créée en 2008 dont la vocation est d'approfondir la connaissance sur la vie associative dans ses différentes dimensions pour la partager avant tout avec les acteurs associatifs et avec les acteurs de l'accompagnement. Donc tout cet écosystème qui accompagne les associations dans leur fonctionnement et dans leur développement. Alors on s'appuie sur des données statistiques officielles et puis on s'appuie aussi sur des enquêtes de terrain. Et chaque année, on donne la parole aux responsables d'associations et tous les 3 ans, eh bien, on les invite à s'exprimer sur leurs pratiques, leurs usages, leurs difficultés aussi concernant le numérique. Et tous les 3 ans, bah, c'est un rendez-vous pour l'équipe de Solidatech et pour Recherche et Solidarité, même si on ne se perd jamais de vue entre-temps, mais on se retrouve autour de cette enquête et on associe en fait nos expertises qui sont tout à fait complémentaires et c'est la raison pour laquelle on s'est bien trouvé en 2013, puisque Solidatech, comme le disait Lorraine, a toute la connaissance des usages numériques par rapport aux besoins des associations. Et de notre côté, eh bien, on a la connaissance de la vie associative et aussi des enjeux face auxquels elle est confrontée. Donc, c'est la 5e édition de ce baromètre qui s'est déroulée donc au printemps 2025. Et Bory, tu pourrais nous rappeler les objectifs dès l'origine de ce baromètre. Bien sûr, ouais, et tu fais bien préciser cette notion de baromètre. Alors, quels sont les objectifs de ce baromètre et à qui s'adresse-t-il? Par définition, c'est un baromètre qui nous permet de suivre finalement l'évolution des pratiques numériques dans les associations et d'en tirer des enseignements utiles. Des enseignements utiles pour qui? En premier lieu pour les acteurs associatifs, pour les guider dans les démarches selon leurs objectifs, leurs moyens, leurs rythmes, leurs contraintes donc principalement aux associations, mais également cette étude s'adresse aux acteurs du numérique afin qu'ils soient un peu plus en phase avec les réalités associatives, les réalités du terrain, que ce soit dans la conception des outils, dans la pédagogie ou dans le service après-vente. Bref, il est essentiel de s'adapter à ces spécificités associatives pour ces acteurs du numérique. Et puis, quatrième point, cette étude, comme l'a rappelé Lorraine, elle se fait aussi dans le cadre enfin, elle constitue également une ressource majeure pour le centre de ressources data numériques qui est porté à la fois par Solidatech, mais je rappelle aussi le mouvement associatif qui est créé du coup depuis 2021 et qui a pour but voilà, de constituer une ressource majeure pour le réseau DLA en tant que structure d'appui à la vie associative, mais plus largement, cette étude doit aussi profiter au plus grand nombre, donc aussi à toute structure d'appui à la vie associative, telle que les guides asso, mais plusieurs acteurs aussi parmi nous, j'espère, aujourd'hui, pourront aussi bénéficier des enseignements de cette étude.
Donc moi, je vais poursuivre avec quelques mots de méthodologie euh, pour vous indiquer. Donc 2285 responsables d'associations se sont exprimés dans cette enquête. On a toujours une large participation parce qu'on est nombreux à se mobiliser autour de l'enquête, que ce soit dans la finalisation du questionnaire, mais aussi et surtout sur la diffusion. Donc, la participation des acteurs du numérique, des acteurs de l'accompagnement sur 4 à 5 semaines nous permettent de réunir donc le témoignage de 2285 responsables d'associations qui sont vraiment très diverses, hein, que ce soit dans les secteurs d'activité, la taille, mais aussi des différentes régions. Et pour l'exploitation de ces résultats, eh bien, on procède selon une méthode traditionnelle qui est la méthode des quotas, qui nous assure la représentativité de nos résultats, donc la représentativité par rapport au secteur associatif dans son ensemble, mais aussi représentativité par rapport aux employeurs. Donc ça nous donne des résultats, des moyennes, si vous voulez, pour l'ensemble des questions qui nous sont posées. Et c'est bien sûr ces résultats d'ensemble qu'on va vous présenter parce qu'en 45 minutes, on ne peut pas aller dans le détail. Mais vous, et Boris vous expliquera comment accéder à des résultats détaillés, parce que c'est tout l'intérêt d'avoir autant de réponses, c'est de pouvoir analyser comment répondent les responsables d'associations selon le secteur d'activité de leur association, selon la taille exprimée par le budget, mais aussi lorsqu'elles sont employeuses selon l'effectif. On tient compte aussi du contexte dans lequel évolue l'association. Donc, au plan géographique, ça va être rural, urbain, mais aussi les associations implantées en quartier politique de la ville ou encore dans les zones rurales fragiles. Savoir aussi comment répondent les associations, si elles appartiennent ou non à un réseau. Et puis aussi des différentes approches sur la maturité numérique. Alors là, je ne vous en dis pas plus parce que c'est ce qui nous conduit là au premier résultat de cette enquête. Là, on rentre dans le vif du sujet avec cet état des lieux au printemps 2025. Alors, où en sont les associations? On a une approche depuis l'origine du baromètre qui consiste à interroger les dirigeants sur la façon dont ils perçoivent ou ils évaluent leur association par rapport aux usages numériques. Est-ce qu'ils la considèrent peu initiée, en progrès ou encore expérimentée? Et dans ce graphique, vous avez les résultats pour l'année 2019 en jaune clair, 2022 en jaune plus foncé et puis 2025 en vert. Et vous voyez qu'on a toujours un peu plus de 20% de responsables d'associations qui considèrent que leur association est peu initiée au numérique. On en a 47% en 2025 qui considèrent leur association en progrès. Et là, on a 5 points de moins que par rapport aux précédentes enquêtes 2019 et 2022. Et ces 5 points, en fait, se retrouvent parmi les associations dites expérimentées, qui sont en 2025 26%. Donc, c'est ce qui nous autorise à titrer une maturité numérique en progrès, parce qu'au moins sur cette approche-là, on voit une amélioration par rapport à 2022, et on le voit aussi par ailleurs, mais c'est un premier indicateur et c'est intéressant, c'est aussi ce qui nous permet d'analyser plus en profondeur les résultats des autres questions selon que l'association se considère peu initiée, en progrès ou expérimentée. On a une autre approche pour savoir qui s'implique sur ces sujets. Et là, on propose aux associations plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est un bénévole qui est référent? Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que ce sont quelques personnes? Ou encore la plupart des membres actifs de l'association? Le conseil d'administration ou le bureau, donc les dirigeants, ou encore aucune personne en interne. Et là, on voit, toujours avec le même code couleur, hein, qu'en 2025, c'est une situation qui est assez marginale. Ça ne concerne que 4% des associations et ce sont des grosses associations, souvent dans le secteur sanitaire et social, qui externalisent en fait toutes ces questions relatives au numérique et à l'informatique. On retiendra là 2 ou 3 enseignements sur ces résultats. D'abord, les salariés, hein, puisque là, ce ne sont que des associations employeuses qui se sont exprimées, eh bien, on voit une professionnalisation du numérique avec de plus en plus d'associations employeuses qui confient le numérique à un salarié.
et on est donc à 30% parmi elles en 2025. On a aussi 24% d'associations qui confient le sujet du numérique à un bénévole. Pas forcément dans des associations non employeuses, hein, mais quel que soit le type d'association. Donc, dans les deux cas, c'est une personne qui est référente. Donc, il y a une concentration, si on peut dire, du numérique aux mains d'une personne, qu'elle soit bénévole ou salariée. Ça peut être par choix de l'association, mais ça peut être aussi par contrainte, parce qu'il n'y a pas d'autre bonne volonté, pas d'autre expertise. Et en tout cas, ça crée une certaine dépendance à cette personne. Et en cas de départ, eh bien, ça peut placer l'association en difficulté. Donc, on a toujours pour habitude, et là l'occasion se présente, d'encourager les associations à développer une culture partagée du numérique, notamment pour éviter cette dépendance ou ce risque en cas de départ. Et puis l'autre point qui est intéressant aussi, c'est la proportion d'associations dans lesquelles le conseil d'administration ou le bureau s'implique sur ces sujets du numérique. Et donc ce sont 24% des associations en 2025 et c'est une proportion qui augmente, alors qui avait déjà en 2022 bien progressé, eh bien, elle continue de progresser, ce qui induit une approche la plus stratégique du numérique dès lors que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui s'impliquent sur ces sujets. Une dernière approche, là, c'est est-ce que dans l'association, un budget est dédié au numérique? Eh bien, c'est le cas dans la moitié des associations, puisque on le voit là dans le graphique, hein, 50% exactement, et c'est pour des dépenses courantes, donc du fonctionnement, de la maintenance, les abonnements, l'hébergement. Mais aussi dans 21% des associations, eh bien, c'est un budget d'investissement qui est dédié. Là, c'est pour l'achat de matériel, mais ça peut être aussi pour des conseils stratégiques. Dans 24% des associations, eh bien, il n'y a pas de budget dédié au numérique, mais les dirigeants considèrent que ce serait une bonne idée. Donc là, il y a une prise de conscience de l'intérêt quand même d'avoir une enveloppe dédiée au numérique et donc de l'importance que le sujet a au sein pour le fonctionnement et l'organisation de l'association. Et puis 21% pour lesquels ce ne serait pas vraiment utile. C'est pas forcément un manque de prise de conscience, ça peut être aussi tout simplement parce que l'association est toute petite et que, elle s'appuie sur les outils des bénévoles eux-mêmes et qu'il n'y a pas de besoin effectivement pour l'association. Donc voilà pour approcher cet état des lieux et la maturité numérique des associations. Pour la deuxième partie, là, on vous invite à voir ou à revoir les raisons, les objectifs recherchés par les associations dans les usages numériques. Alors, si je vous dis à revoir, c'est parce qu'en fait, là, on a le top 3 des objectifs recherchés. Eh bien, ils ne bougent pas. On a en tête des objectifs la communication, la visibilité de l'association. Donc, pour 80% des dirigeants, il s'agit de mieux faire connaître l'association. Pour 75%, il s'agit d'améliorer l'animation du réseau, faire vivre l'association, assurer le lien entre membres de l'association, mais aussi avec les partenaires, avec les adhérents, les pratiquants. Et pour 70%, eh bien, il s'agit de gérer plus efficacement les activités de l'association. Donc ce top 3 ne bouge pas, mais par contre, les usages se développent puisque vous voyez en dessous, à chaque fois, on a entre 5 et 7 points de progression par rapport à 2022. On a aussi deux pratiques numériques qui progressent le plus. Donc 33% des associations qui utilisent le numérique pour rechercher des financements, pour collecter des dons. Et là, ça attire notre attention sur l'importance pour les associations, importance croissante, hein, pour diversifier leur financement, pour pallier la baisse des financements publics. Et là, on a une progression de 10 points par rapport à 2019. Et aujourd'hui, on a aussi 57% des associations qui utilisent le numérique pour travailler plus efficacement ensemble. Donc, ces outils collaboratifs qui avaient nettement progressé en 2022 sous les effets de la crise sanitaire, des confinements, de la nécessité des organisations d'assurer le lien
entre les membres, de maintenir un minimum d'activité, eh bien, ces nouvelles pratiques se sont développées. Et en fait, entre 2019 et 2025, eh bien, on a gagné 18 points. Pour répondre à tous ces objectifs, là, on ne va pas aller dans le détail, vous l'imaginez bien, mais on a voulu quand même vous dresser cette palette d'outils qui se renouvelle en permanence et avec toujours en tête le site internet ou le blog pour 80% des associations et une présence sur les réseaux sociaux pour 79%. Donc bien sûr, les outils tout à fait en lien avec les objectifs premiers recherchés par les associations. Et vous avez donc toute la panoplie là, des outils qui est citée. Et dans le rapport, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec les taux d'utilisation, mais aussi les taux d'utilisation à venir avec les usages envisagés. Et puis aussi les profils d'association pour chacun des outils. On reste sur les outils ici. À propos des outils libres, c'est une question là qu'on a déjà posée, qu'on travaille avec Framasoft, avec Pierre-Yves Gosset qui a écrit dans l'étude. Et donc cette question en 2025 nous permet de voir que 20% des associations utilisent les outils libres pour des raisons pratiques, 23% pour des raisons éthiques et les raisons éthiques l'emportent en 2025 sur les raisons pratiques. Donc les raisons éthiques, on donne des exemples, la transparence, solidarité, le partage des connaissances, la liberté et la diffusion de l'information. Donc ce qui nous fait 43% d'utilisateurs du livre. On a aussi 14% qui n'utilisent pas et qui déclarent qu'elles auraient besoin d'être accompagnées. Donc pour ces 14%, là, il est important de se tourner vers une visite du rapport parce qu'il y a pas mal de bonnes adresses qui sont mentionnées parce qu'il y a des outils, des solutions qui sont proposées par les acteurs du libre pour accompagner les associations dans leurs utilisations. On a 20% qui n'en voient pas l'utilité. Et puis, on a toujours un fort taux d'abstention sur cette question, 22% en 2025, parce que les outils libres, ça ne parle pas à tout le monde. Et puis, la frontière est parfois poreuse entre les outils libres et les outils commerciaux. Alors, on va rester sur les outils avec l'IA. Vous pensez bien qu'on ne pouvait pas passer à côté, surtout quand on a commencé à travailler sur le questionnaire 2025, eh bien, c'était le sommet de l'IA en France et on entendait parler de l'IA à toutes les occasions. Et nous, on était très impatients de savoir comment les associations s'appropriaient les outils d'intelligence artificielle. Et on vous propose là de nous donner votre avis sur la question et de répondre à la question suivante que Lorraine a déjà affichée, mais Oui, je vous fais en effet un petit peu travailler en vous incitant à répondre à la question, quelle est la proportion d'associations qui utilisent des outils basés sur l'intelligence artificielle? Sachant que vous avez le choix entre des chiffres. Alors, on n'a pas été très sympa, parce que les chiffres sont assez serrés quand même. 18, 26, 32 ou 52%. Il y a déjà plus de la moitié d'entre vous qui ont participé. Merci pour votre réactivité. On vous laisse un tout petit instant et puis on va avancer. On voit que ça n'est pas évident de deviner, hein. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation au sondage. À savoir que la majorité d'entre vous hésite entre 18 ou 26%, sans pour autant mettre de côté le reste. Alors, Cécile, quelle était la bonne réponse? Alors, la bonne réponse. Déjà, vous dire que vous êtes très fort. Entre les 18 et les 26, vous allez voir. Boris, si tu veux nous passer la slide suivante. Ah, allez, j'envoie les résultats. Allez, allez. Mais je vais vous dire pourquoi vous êtes bon pour les 18 et les 26. Ouais. Là, on a donc les résultats sous la forme de ce tableau. Et vous avez les résultats pour l'ensemble des associations. Et à droite, les résultats pour les associations employeuses uniquement. Alors, sur cette approche concernant l'intelligence artificielle, c'était pour nous essentiel de toujours présenter les résultats des associations employeuses
parce que le secteur associatif, ben, il est à la croisée de l'engagement bénévole, mais aussi des pratiques professionnelles. Et quand on parle IA, eh bien, on fait référence à des usages personnels, à des usages professionnels. Et bien là, nous, on va faire référence à des usages associatifs qui mêlent un peu les deux. Et c'est important pour les employeuses qu'elles puissent se situer. Donc 18%, ça c'est la bonne réponse, c'est la vraie bonne réponse. 18% en moyenne des associations qui utilisent des outils basés sur l'intelligence artificielle. Et en fait, les 26%, ben, ils n'ont pas vraiment faux, parce que là, c'est la proportion des associations employeuses. On vous proposait aussi 32%. Alors, c'est vrai, Lorraine dit on n'a pas été très sympa, les résultats étaient proches, mais ce n'est pas un hasard si avec Bory on a proposé les 32% parce qu'il s'agit de la proportion de petites entreprises ou d'entreprises intermédiaires qui utilisent l'IA. Et c'est une référence là de l'enquête BPI France de début d'année 2025, donc qui nous permet quand même de situer les associations employeuses par rapport aux entreprises, donc un petit peu en retrait. Mais voilà, quand même pas si loin que ça. Et puis les 52%, là, on s'est dit, bon, qui va oser? Il y en a quelques-uns parmi vous, et ben, c'est bien, et peut-être que ce sera la proportion qu'on affichera en 2028 pour la sixième édition, mais enfin, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est 18%, 26%, avec un potentiel de développement qui n'est pas négligeable, puisque pour l'ensemble des associations, on a 13% qui réfléchissent à cette utilisation, 18% parmi les employeuses. Donc aujourd'hui, ça fait à court terme, on va dire, un potentiel de 18 plus 13, 31 et 26 plus 18, 44% des associations employeuses. On a 28% qui ne savent pas comment l'intelligence artificielle pourrait leur être utile, 35% qui n'ont pas encore évoqué le sujet, mais c'est un peu moins quand même, 27% parmi les employeuses, et puis quelques personnes encore qui ne savent pas vraiment ce qu'est l'intelligence artificielle ou qui s'abstiennent de répondre. Alors voilà pour le repère principal, mais comme on s'est posé la question sur le numérique en général, eh bien l'IA, pourquoi faire? Dans ce graphique, vous avez toujours la distinction des résultats d'ensemble, en jaune, et puis en vert, les résultats des employeuses. C'est avant tout pour gagner en efficacité dans les tâches du quotidien, hein, pour 70% des associations en moyenne. Et on a quelques exemples, par exemple les comptes rendus des réunions, et c'est toujours une recherche de gain de temps, d'efficacité. On a aussi 59% pardon, d'associations qui utilisent l'IA pour créer des supports de communication internes ou externes. Dans les exemples, il y a la création d'images, on a même des créations vidéo. On a 41% des associations qui utilisent l'IA pour créer ou qui envisagent de créer l'IA, d'utiliser l'IA pour créer des documents pédagogiques, des documents adaptés à leur public. Et ça, pour les associations, c'est vrai que c'est vraiment important parce qu'on peut vulgariser certains des messages, que ce soit à l'attention des jeunes publics, des seniors ou des publics fragiles. On a des exemples aussi dans ce sens. Pour 39% des associations, eh bien, l'IA peut faciliter l'analyse de données. Pour 27%, ça peut permettre de faciliter les réponses aux appels à projets, aux demandes de subventions. 15% aider à la prise de décision stratégique. Et encore 12% mieux cibler les campagnes de collecte de fonds. Donc, on a quand même une diversité d'usages, même si c'est pas mal concentré sur le gain de temps, l'efficacité, la communication, donc les usages classiques, et des usages un peu plus répandus quand même parmi les employeuses, notamment pour les gains de temps, l'efficacité, le quotidien, pour l'analyse de données et pour les dossiers de demande de subvention. Alors, on voit que l'IA suscite quand même beaucoup d'attentes par rapport à ces usages, mais l'IA soulève aussi des appréhensions et c'était aussi indispensable pour nous de les identifier, notamment pour un accompagnement et un bon usage des outils d'intelligence artificielle. Toujours la même présentation avec les résultats d'ensemble en jaune et les employeuses en vert. D'abord, les craintes éthiques qui sont exprimées par 47% des responsables d'associations. Donc, parmi les craintes éthiques, on a le manque de transparence, la perte de liens humains, la désinformation, les atteintes à la vie privée. On a 45% des associations qui il y a un manque de compétences, ne savent pas voilà, comment utiliser ces outils.
36% aussi des associations qui pointent les risques et l'impact environnemental liés aux usages de l'IA. Et puis aussi 36% là, qui identifient les risques liés à la confidentialité des données. Pour 27%, c'est les coûts qui sont là identifiés. Et puis pour 8%, le risque de déstabiliser l'organisation de l'association. Alors ce 8%, il dénote pas mal hein, des appréhensions précédentes, alors que le risque existe, simplement il n'est pas bien identifié, pas bien pris en compte, parce qu'on est manifestement sur des usages ponctuels de l'IA et on n'a pas encore suffisamment conscience eh bien, des risques qui existent par rapport à l'organisation, au fonctionnement de l'association. Et on pointe, nous, la répartition des tâches, la disparition de certaines fonctions à terme, et donc ben, l'importance que revêt ce risque-là et qui n'est pas encore bien pris en compte. Et dernier point, avec les employeuses qui expriment plus d'appréhension, vous le voyez là dans ce graphique en vert, alors qu'elles sont aussi plus utilisatrices de l'IA aujourd'hui. Donc c'est plus là, on est plus dans une utilisation raisonnée de leur part, puisqu'elles sont très attentives, plus attentives en tout cas que la moyenne, à ces impacts, on va dire, négatifs de l'IA. Voilà pour ce qui est de cette partie IA. Et Boris, je te laisse poursuivre sur les difficultés et la suite. Merci Cécile pour le partage de ces premiers repères, les repères principaux finalement de cette étude baromètre. Euh, donc après cet état des lieux, on va dire de la maturité numérique, des usages recherchés par les associations grâce au numérique et ce focus sur l'intelligence artificielle, moi je vous propose d'explorer la troisième partie de cette présentation qui correspond aussi à la troisième partie de l'enquête du rapport complet. Elle concerne les difficultés rencontrées par les associations en lien avec le numérique, mais aussi les leviers pour les surmonter. Donc, comme les éditions précédentes, on interroge les dirigeants associatifs sur les difficultés rencontrées dans l'utilisation du numérique selon quatre dimensions. Donc, la dimension humaine, technique, financière et stratégique. Mais la question posée permet également d'indiquer en fait d'indiquer que les dirigeants ne rencontrent aucune difficulté particulière en fait sur le numérique. Et c'est ce que je vous présente du coup sur ces deux chiffres. En 2019, 16% des responsables associatifs déclarent ne rencontrer aucune difficulté sur les sujets relatifs au numérique. Ils sont désormais 29% en 2025. On remarque quand même qu'il y a une nette progression au regard des difficultés qu'ils rencontrent moins par rapport au sujet du numérique. Donc, ce recul net des associations en difficulté, si je prends les chiffres à l'inverse, 84% en 2019 et 71% en 2025, ça témoigne vraiment d'une maturité numérique en progrès ces dernières années. Si on se focalise sur ces 71% des associations en difficulté, comment elles se répartissent entre les difficultés d'ordre humain, technique, financier et stratégique. Euh, donc la première dimension qui ressort, et elle ressort également dans les études précédentes, sont les difficultés liées à la dimension humaine. Donc c'est lever les appréhensions de certaines personnes en interne, trouver les bonnes compétences, maintenir des relations humaines. Et cette difficulté, on voit qu'elle concerne 44% des répondants. Viennent ensuite les difficultés d'ordre technique, identifiées par 33% des répondants. Il s'agit de disposer d'une connexion à Internet, de trouver les outils adaptés, suivre les évolutions, assurer la maintenance, veiller à l'articulation et à la compatibilité entre les différents outils. Ensuite, on a les difficultés d'ordre financier qui concernent 24% des associations. Il s'agit tout simplement de disposer de moyens pour s'équiper, se former, former voilà, bénévoles et salariés, éventuellement faire appel à de l'accompagnement externe par des prestataires, assurer son financement, le financement du numérique dans la durée.
Et enfin, en quatrième position, on a les difficultés d'ordre stratégique. Donc, c'est garantir la cohérence avec le projet associatif, choisir les outils vraiment adaptés à ses besoins, que ce soit animer son réseau, gagner en visibilité, comme on le présentait dans les usages recherchés par les associations, mais aussi ne pas perdre de vue son cœur de métier en développant des prestations nouvelles en lien avec le numérique. Donc, on a ces quatre difficultés qui ressortent au travers de l'enquête, mais il est aussi intéressant de voir l'évolution finalement de ces difficultés-là sur les dernières années. Donc, ce que je vous propose, c'est de comparer finalement les données de 2025 avec celles de 2019 et de 2022 pour voir quelles sont les tendances qui ressortent. Donc, en comparant, vous voyez sur le graphique, hein, toujours avec le même code couleur, jaune clair, jaune foncé et vert, donc pour les différentes années on constate que globalement, la hiérarchie des freins, elle est plutôt stable dans le temps. Euh, Notamment sur le plan humain, on voit qu'il reste toujours la préoccupation principale pour les responsables associatifs. Donc, sur les difficultés humaines, euh, on constate que même s'il y a une baisse, elle reste au premier plan, et c'est là-dessus que les besoins se font le plus sentir, sur maintenir le lien entre les personnes, euh, je dirais les réticences en interne sur l'utilisation du numérique, etc. Donc, c'est là-dessus que les besoins sont principaux. Et ensuite, on a en deuxième position, donc en 2025, les obstacles techniques. Et on voit restent stables en fait au fil des enquêtes. Elles concernent un tiers des dirigeants associatifs. Alors c'est peut-être pas étonnant au vu de l'évolution rapide des technologies numériques qui évoluent perpétuellement et très rapidement, comme l'on montre aujourd'hui l'arrivée des usages notamment autour de l'intelligence artificielle ou encore des risques potentiels en matière de cybermalveillance. Donc ça, c'est pas étonnant que les dirigeants aient des difficultés à maîtriser voilà, ces différents risques. Sur le plan financier, on note des améliorations importantes. On le voit hein, quand on compare les 3 années. On passe de 41% en 2019 à 30% en 2022, puis 30% à 24% en 2025. Donc on voit qu'il y a un vrai progrès voilà, sur les difficultés d'ordre financier que les dirigeants rencontrent moins. On peut toutefois nuancer ce constat positif et je vous inviterai à regarder dans l'enquête parce qu'on a parallèle interrogé les responsables associatifs sur la façon dont elles financent les associations financent leurs dépenses liées au numérique. Elles sont encore 81% à financer les dépenses numériques sur leurs fonds propres. Et en parallèle, peu de financements externes sont sollicités, ce qui montre qu'il y a peut-être des tensions qu'il peut y avoir au niveau de la trésorerie. Donc ça, c'est pas anodin finalement de se dire que les associations dépendent beaucoup de leurs fonds propres pour financer des dépenses. Donc ça peut créer à la fois des dépendances, des tensions sur la trésorerie. Ça peut aussi conduire à faire à rationaliser finalement et faire des choix sur des solutions numériques moins chères, mais aussi moins dimensionnées par rapport aux vrais besoins. Donc on tenait quand même à nuancer cette évolution quand même progressive sur positive sur les difficultés d'ordre financier. Enfin, sur les difficultés d'ordre stratégique, on voit qu'il y a eu un bond sur ces difficultés à la sortie de la crise sanitaire, ce qui montre voilà, une certaine prise de conscience de l'importance de mener une stratégie numérique. Depuis 2022, il y a un petit repli, on est passé de 24% à 21% en 2025. Alors si les associations identifient moins cette difficulté aujourd'hui, nous on considère qu'elle est souvent sous-estimée définir puis mettre en œuvre une stratégie numérique, c'est à la fois primordial mais aussi pas évident et ça peut même parfois nécessiter un accompagnement externe. Euh, donc, ce ne sont pas des difficultés non plus qui sont assez sous-estimées, même si on constate pour les difficultés financières et stratégiques une évolution plutôt positive. Alors, pour illustrer ces chiffres quantitatifs, nous, on a recueilli à travers l'enquête plus de 500 témoignages qui illustrent très concrètement bah, ces difficultés.
On a laissé la possibilité aux responsables associatifs de d'écrire ces difficultés. Et voici du coup, une sélection de verbatim. Si vous souhaitez en lire davantage, sachez que vous pouvez du coup en retrouver dans le rapport complet qui permet d'illustrer voilà, ces difficultés. Ici, ben, ils mettent en lumière le manque de temps, problème surtout de temps, des idées, mais pas le temps de les mettre en place, de former et d'informer. On a des préoccupations d'ordre éthique, comment reconstruire tout l'écosystème sur des outils éthiques souverains communs. Euh, Ce que évoquait Cécile sur la dépendance à des personnes clés, bah, euh, typiquement, là l'exemple il est assez parlant. Si un bénévole qui maîtrise part, le risque est de n'avoir personne pour assurer la continuité. On a des retours sur des problématiques justement de financement. Là, ce retour, nous multiplions des comptes gratuits ou à bas coût qui ne sont pas reliés entre eux. Ça sous-entend une volonté de financer des outils plus adaptés à des contextes professionnels. On a des difficultés, pardon, je crois que j'ai passé rapidement sur mes slides. On a des difficultés euh, liées à, encore une fois, la difficulté de mobiliser des compétences sur le numérique. Donc, difficile de trouver des personnes sachantes. Soit elles ne se sentent pas légitimes, soit elles préfèrent s'impliquer ailleurs que dans le numérique. Euh, on a aussi un retour là sur des difficultés financières. Nous sommes financièrement en mode survie, pas de budget, donc matériel obsolète et incomplet. Donc c'est aussi lié au contexte de baisse des financements, des subventions publiques en lien avec le numérique. Et ça, c'était important de bien le mettre en avant. Et enfin, des problématiques liées à la cybersécurité. Une association qui témoigne, nous subissons du phishing de plus en plus évolué. Donc phishing, je traduis par hameçonnage, hein. C'est les techniques des cyberattaquants pour récupérer des données de manière frauduleuse et euh, à des fins qui leur sont propres. Donc on a cet état des lieux, voilà, des difficultés et quelques témoignages. On a pu également recenser les attentes des associations pour surmonter ces difficultés. Euh, donc en réponse à ces difficultés, quelles sont finalement les attentes des associations pour progresser sur le numérique? Nous en avons proposé plusieurs dans l'enquête et elles sont ici. Pour avoir les chiffres en détail pour chacun de ces leviers. Je vous invite encore une fois à les regarder dans le rapport complet. Mais en résumé, les attentes exprimées par les dirigeants associatifs confirment la nécessité d'agir sur plusieurs leviers en même temps, que ce soit la montée en compétences des équipes, euh, la mise à niveau des membres peu initiés, la connaissance des outils, le partage d'expériences avec d'autres associations, mais aussi un accompagnement personnalisé à la stratégie. Donc, vous pouvez retrouver dans le rapport les chiffres pour chaque réponse, ainsi que les priorités spécifiques selon le secteur d'activité. Donc, ça, c'est aussi ce que vous pouvez aller retrouver dans le rapport complet. Et en fin de rapport, vous pouvez aussi retrouver des ressources concrètes qui sont proposées pour chacun de ces leviers. Pour aller plus loin, comment je fais pour euh, me former, pour trouver un accompagnement personnalisé ou mener à bien un diagnostic de ma situation. Notons quand même deux attentes exprimées. La première, en haut du classement, c'est les 47% des associations qui souhaitent une meilleure connaissance des outils existants. Et un autre chiffre qui nous paraissait intéressant de vous partager, c'est les 20%, donc un dirigeant sur cinq souhaite un accompagnement pour définir une stratégie numérique ou un diagnostic personnalisé, un diagnostic des compétences en interne, du matériel à disposition, des usages. Et pour ces deux leviers-là, en particulier, il peut être pertinent de faire appui, de trouver un appui auprès d'une structure porteuse, par exemple d'un DLA sur votre territoire. Sachez également que Solidatech
pour le diagnostic personnalisé, a développé, comme le précisait Lorraine en début de webinaire, un questionnaire en ligne qui permet aux associations de faire le point sur leur situation au regard de leurs usages numériques et de faire le point du coup sur les points forts et les points faibles et les différents besoins qu'elles pourraient avoir pour progresser sur le numérique. On aime conclure cette étude par les clés de la réussite qui reviennent assez régulièrement dans nos présentations et ça nous a semblé important et opportun de vous les rappeler. Ces quatre clés de la réussite pour mener à bien sa transformation numérique. La première clé de la réussite, ne pas perdre de vue le projet associatif. C'est très important et je pense qu'on le rappelle, mais on le rappelle souvent et c'est toujours bien de le faire. C'est de revenir régulièrement à l'objet de l'association, faire en sorte que le numérique soit vraiment au service du projet associatif et non l'inverse. Finalement, le numérique n'est pas une fin en soi, vraiment se raccrocher vraiment à l'objet de son association et de ses missions. Le deuxième point, considérer la singularité de chaque projet numérique. Bah, on disait tout à l'heure, c'est important de s'inspirer de ce qui fait des initiatives externes d'autres associations, mais c'est plus important encore de prendre en compte ses spécificités, les spécificités de son association qui nous caractérisent, à savoir bah, les parties prenantes impliquées dans l'adoption des outils, qu'il s'agisse des bénévoles, des salariés, etc. Les contraintes budgétaires, mais également les valeurs de l'association. Et finalement, c'est cette singularité qui va orienter à la fois le choix des solutions, mais aussi la manière dont vous allez conduire le changement en interne sur les sujets du numérique. Le troisième point, instaurer une culture numérique partagée, c'est très important. Et on l'a vu hein, sur le risque de dépendance, encore une fois, du numérique auprès de certaines personnes clés. Le fait d'instaurer une culture numérique partagée, ça permet déjà de fournir un bagage minimum à chacun et d'éviter de créer des fractures en interne, des fractures liées au numérique, la fracture numérique et de favoriser derrière l'adoption des outils numériques qui vont encore une fois être au service de l'association, qu'il s'agisse de gagner en visibilité, d'animer les réseaux, de travailler plus efficacement, etc. Donc, il est important de rappeler voilà, l'importance d'une culture numérique partagée. Et enfin, dernière clé de la réussite, suivre un cheminement par étapes. Euh, la mise en place d'un outil numérique, qu'il s'agisse d'un outil de visioconférence, d'un agenda partagé ou d'un outil de gestion des adhésions, bah, ça nécessite une méthodologie qui se rapproche finalement de la gestion d'un projet à part entière. Euh, sur ce dernier point, vous le retrouverez hein, dans le rapport aussi écrit, on précise les différentes étapes pour justement mettre en place un outil numérique. Ça commence par nommer une personne en charge de la mise en place de l'outil. Ça nécessite d'impliquer les utilisateurs, les futurs utilisateurs de l'outil, de tester des solutions pour choisir vraiment ce qui peut vraiment correspondre aux besoins de l'association jusqu'à déployer la solution en interne, ce qui peut passer et ce qui doit passer par de la formation à disposition de tous pour justement garantir une utilisation de ces outils. Euh, donc vous retrouverez en détail ces clés de la réussite et il me semblait important de vous les partager en conclusion de cette présentation. On arrive à la fin de ce webinaire, quasiment, avant la partie questions-réponses. Déjà, vous partagez l'accès au rapport complet et aux résultats détaillés. Donc, on a différents supports à disposition voilà, de tout l'écosystème intéressé par cette étude. On a, comme je le disais, le rapport complet, mais on a aussi une synthèse de l'étude
qui est concrètement un livret en 8 pages qui permet d'avoir les principaux enseignements liés à cette étude. Donc, vous retrouvez sur le site de Solidatech, mais aussi le site de Recherche et Solidarité en format PDF. On a également mis à disposition, et c'est là où, pour les acteurs, les personnes qui seraient intéressées d'aller creuser un peu plus loin les chiffres, selon les caractéristiques sectorielles, par taille d'association, association employeuse ou non employeuse, ou par territoire. QPV, zone de revitalisation urbaine, euh, etc. Et c'est justement ce que je vais vous présenter pour voir du coup comment vous pouvez utiliser ce tableau de bord interactif en fonction des informations que vous souhaitez obtenir. Alors, partager. Une présentation express, n'est-ce pas, Boris, pour que nous Oui, ayons un peu de temps pour les questions. Bon, la parce bonne que vous nouvelle, voyez c'est qu'il est bien. très instinctif dans tous les cas, donc la démonstration n'a pas besoin d'être longue pour être parlante. Effectivement, on retrouve donc les différentes thématiques interrogées dans l'étude, mais la spécificité de ce tableau de bord interactif, c'est qu'il permet de choisir un critère, une caractéristique, par exemple effectif salarié, 3 à 5 salariés, et de pouvoir comparer les résultats de l'étude selon le critère choisi avec les résultats pour l'ensemble des associations sur les objectifs recherchés dans l'utilisation du numérique, les difficultés rencontrées que je viens de vous exposer, les leviers d'action, l'état des lieux sur l'intelligence artificielle, donc les usages, pourquoi faire et pourquoi faire, et puis les résultats d'ensemble pour les outils numériques utilisés en 2025 selon trois types, selon la typologie suivante, outils de communication, outils liés au fonctionnement, outils liés à la gestion humaine et financière, et puis l'usage du libre et ses motivations. Donc j'arrête mon partage d'écran et puis place aux questions. Super, Moine. merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très claire et qui, je n'en doute pas, donne envie d'aller creuser davantage en parcourant grand minimal synthèse et le tableau de bord, si ce n'est le rapport pour les plus motivés d'entre vous. Je vais commencer avec quelques questions concernant plutôt l'échantillonnage et les répondants à cette enquête, notamment une question d'un spectateur anonyme qui demande quel est le profil des répondants, s'il vous plaît. Population plutôt masculine, féminine, âge moyen. C'est toujours intéressant si cela teinte les réponses. Alors, je suppose que c'est une question qui m'est adressée. Alors, dans cette enquête qui s'adresse aux responsables d'associations, mais qui répondent au nom de leur association, hein, ce sont les représentants des associations, on n'a pas de questions personnelles posées. Donc, effectivement, ça peut influencer, mais je dirais à la marge, puisque les questions qui sont posées ne sont pas non plus des questions personnelles. À chaque fois, il est bien précisé, vous diriez que votre association est peu initiée, expérimentée. Enfin, je vous donne cet exemple, mais à chaque fois, il s'agit pour les personnes qui répondent de s'exprimer au nom de leur association avec, c'est vrai, la connaissance qu'ils ont du fonctionnement de l'association. C'est la raison pour laquelle on peut avoir, par exemple, sur les questions budgétaires, un taux de non-réponse plus élevé, parce que faut être trésorier peut-être ou en tout cas être très impliqué dans les instances dirigeantes pour avoir les réponses. Donc voilà, ce sont des questions au nom de l'association, sans indication du profil des répondants eux-mêmes. Tout comme une question aussi là, qui était plutôt en lien avec le passage sur les difficultés humaines, qui vient de Fred, qui commente notamment en disant pensez toutefois que cela provienne du fait que la majorité des membres des assos ont un âge certain, ou quelques difficultés, car beaucoup sont arrivés au numérique sur le tard, ce qui dénote une certaine forme d'appréhension. Est-ce que vous pensez que c'est en effet quelque chose qui peut avoir une influence et alimenter ce frein humain que l'âge moyen des bénévoles assez élevé pour certaines assos, du coup, bien sûr. Moi, je te laisserai compléter, Boris, Hmm. mais on a quand même un fort rajeunissement dans les associations.
Et les seniors d'aujourd'hui ont été initiés pour certains, en tout cas au numérique. Il y a forcément une aisance bien plus forte de la part des plus jeunes. Mais il y a aussi dans les associations beaucoup de partage de savoir-faire, de l'intergénérationnel, donc tout ça peut faciliter les choses. Euh, bon, c'est pas qu'une question de génération, c'est aussi une question d'appétence pour ces questions-là. Et le secteur associatif, les associations en elles-mêmes, c'est quand même un lieu privilégié justement où on peut partager ses connaissances et, et ses savoir-faire, quoi. Ça répond aussi en ce sens à une question similaire de Jean-Pierre et qui par contre peut-être demandait en plus si cette dimension justement de la moyenne d'âge des bénévoles était mesurée. On peut dire que dans le cas de notre étude, non. Ah non, pas dans le cadre de notre étude, mais par ailleurs, si Jean-Pierre veut aller sur le site de Recherche et Solidarité, il verra les évolutions du bénévolat dans nos derniers travaux et avec un engagement de plus en plus fort des jeunes et des seniors qui sont de moins en moins impliqués. Mais bon, les situations sont peut-être en train d'évoluer. En tout cas, on n'a pas de moyenne d'âge et on n'a pas d'éléments dans cette étude. Quelques questions en lien avec l'intelligence artificielle aussi. Déjà, question très rapide de la part de Marion qui demande si dans le cadre de cette étude, est-ce qu'on peut préciser s'il s'agit d'IA au sens large ou d'IA générative? Sur quoi portaient exactement les questions? Boris, je te laisse. Oui, alors l'idée de la façon dont on l'a présenté dans le rapport complet, l'IA, vous le verrez dans la partie, c'est qu'on a précisé effectivement le contexte, pourquoi en fait on entend de plus en plus parler de l'IA avec l'arrivée notamment de l'IA générative dans nos usages, et c'est par ce contexte-là qu'on a décidé d'interroger les responsables associatifs. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une phase où effectivement, c'est une notion qui est nouvelle, je pense, pour beaucoup d'entre nous, à savoir ce que c'est l'IA génératif, que ça recouvre en termes d'usage, d'outils. Encore une fois, c'est des outils qui évoluent en permanence et de façon très rapide. Donc, c'est une notion l'intelligence artificielle au sens large, c'est une notion qui est pas facile à appréhender. Elle existe depuis bien plus longtemps que ça, mais c'est aujourd'hui qu'on en entend parler. Donc, on a laissé finalement l'interprétation de cette notion d'IA aux responsables associatifs par rapport notamment aux usages qu'on va se développer, qu'on a vu se développer ces dernières années. Donc, je dirais qu'on partirait plutôt de la notion d'intelligence générative, même si on l'a pas explicité comme telle. Donc, effectivement, il peut y avoir un petit décalage entre la compréhension réelle de l'IA pour les répondants et et la définition. Autre question sur le sujet de l'IA de la part d'Elora qui demande si, au sujet de l'IA, est-ce que les données collectées relèvent des usages individuels en interne, salariés, bénévoles, CA, etc., ou des usages collectifs structurés et documentés au sein de la structure? Alors ça, Boris, je te laisserai poursuivre Hum, avec le Shadow IA dont hum, tu vas souhaiter parler dans hum, l'étude. On n'a pas précisé les choses non plus. Là, on est vraiment sur une première approche. L'idée, c'était de voir quelle était la percée de l'IA dans les associations. On a cherché à avoir des repères pour situer, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'IA dans les associations employeuses par rapport aux entreprises. Voilà, c'est un panorama qui est très général. On n'a pas pu entrer dans le détail au risque de perdre beaucoup de nos répondants. Euh, et du coup, ce sont des usages. D'ailleurs, les questions sont. Il faut reprendre la façon dont les questions sont posées. C'est vraiment dans l'association. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des usages partagés par l'ensemble des membres de l'association, mais en tout cas qui sont couramment utilisés. Courant et connu. Et, du Oui, coup, tout à dont fait. le ouais. responsable est au courant. Ouais, et pour rebondir sur cette notion de shadow IA, ça désigne en gros les pratiques non encadrées et non officielles par des salariés ou des bénévoles, donc souvent à titre individuel. Par exemple, lorsqu'un un membre utilise l'IA pour générer du texte, traduire un document ou autre,
Et donc, effectivement, ces pratiques, se font dans l'ombre et pas forcément dans le cadre, en gros, créé par la structure, parce que souvent, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a pour l'instant peu de structures qui ont initié une vraie réflexion sur le cadre d'utilisation de l'IA en interne. Et c'est ça qui ressort aussi, en tout cas dans l'étude sur les associations finalement qui n'ont pas qui réfléchissent encore sur le sujet ou qui ne savent pas encore comment se positionner sur cette technologie. Merci beaucoup à tous les deux. Je prends une dernière question sur le sujet de l'IA de la part de Guillaume qui demande est-ce que Soliatech propose des solutions IA, des accès à des LLM plus éthiques par exemple? Euh, alors, oui, et c'est en cours dans le sens où on propose actuellement dans notre catalogue un tarif réduit sur Copilot de Microsoft. Et par ailleurs, et notamment sur les solutions plus éthiques, ce sont du travail de long cours qui est en effet amorcé de notre côté. J'ai conscience qu'on arrive à l'échéance initiale théorique, on va dire, de notre webinaire et que certains d'entre vous doivent vraisemblablement nous quitter pour d'autres réjouissances. Donc, si ça vous va, Cécile et Bory, on prend juste quelques minutes supplémentaires pour couvrir quelques petites questions. On n'en viendra pas à bout de toutes, mais ça vous convient? Vous avez encore 5 minutes? Oui. Super. Et Bien sûr. merci beaucoup à ceux qui doivent partir bien à l'heure. Merci pour votre présence et pour rappel, replay et support de présentation seront à votre dispo d'ici un jour ou deux et vous aurez les infos par email. Euh, Après avoir fait quelques questions comme ça sur l'IA, j'en remonterai bien une sur une autre des thématiques que vous avez abordées aujourd'hui, à savoir les outils libres. Là, c'est une question de Camille qui se demande sur l'utilisation des outils libres. Il serait intéressant de détailler par taille d'ONG. Et elle, en l'occurrence, ou lui, se demande si c'est plus compliqué pour une grosse ONG, non? Donc, je sais que c'est des éléments aussi qu'on aborde justement, euh, des traits croisés qu'on aborde dans le cadre du rapport. Je ne sais pas si vous avez les éléments en tête. Sinon, j'ai triché, j'ai ouvert la partie du rapport concerné pour vous aider si besoin. Alors moi, ce que j'ai en tête sur l'utilisation des outils libres, c'est que dans les utilisateurs des outils libres, on rencontre euh, euh, on a plus tendance à rencontrer des associations expérimentées de façon générale sur le numérique. Euh, Parce qu'effectivement, euh, faire le choix de mettre en place des outils libres, ça nécessite, comme tout outil numérique de façon générale, mais là spécifiquement sur les outils libres, une réflexion stratégique en interne, se dire collectivement quels sont les outils numériques qui correspondent aux valeurs à mes valeurs, enfin aux valeurs portées par l'association. Et ça rejoint les 23% là sur les 41, 42, 43% des associations utilisatrices qui le font avant tout pour des raisons éthiques. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les associations expérimentées qui ont plus de bagages techniques sur le numérique qui vont utiliser les outils libres. Alors, c'est pas une fatalité, hein, on Non. n'est pas non plus. Enfin, il y a quand même plein de solutions à disposition aujourd'hui pour mettre en place des outils libres, même si on est peu initié. Voilà, mais ça peut nécessiter Et un accompagnement dédié. c'est complètement ça. Et l'autre point qu'on peut retenir aussi, c'est que l'usage des outils libres est plus développé dans certains secteurs en particulier qui sont, on retombe sur la même logique, hein, qui sont liés pas mal à la dimension éthique, particulièrement, ça a particulièrement du sens, donc dans les secteurs de l'éducation populaire, de l'environnement typiquement. Et en effet, quand même, Camille, il y a bien un rapport avec la taille de l'ONG si on souvent corrélé au budget puisque c'est aussi dans les associations disposant d'un budget de 100 000 à 500 000 euros que les usages des outils libres sont plus développés. Euh, Peut-être un retour aussi hop, un- par rapport à la dernière partie où du coup tu partageais des pistes, Boris, pour la suite, Ouais. des ressources, etc. Une question vous n'aurez pas forcément la réponse, hein. Moi, par exemple, je ne sais pas, mais c'est Jean-Paul qui se demande dans ce cadre-là si, par exemple, on a des retours à faire sur les MOOC proposés aux associations par l'Institut du numérique responsable. Est-ce que l'un ou l'autre, c'est des choses sur lesquelles vous avez des retours et vous savez si c'est
Intéressant. Personnellement, non. Je- Idem, je n'ai Désolée. pas la réponse. Eh bien, moi non plus, ça permet au moins Mais de c'est faire ça. connaître cette ressource parmi les autres que nous, on suggère. Donc, merci Jean-Paul ne serait-ce que pour l'information. Et puis, bah, on attend votre propre retour alors chez Hmm. Cegatech pour voir ce que vous en avez pensé. Euh, je pense, on a toujours envie de répondre à tout, mais là, Hmm. je pense Est-ce que, que est-ce ça que je va peux, être... Oui, est-ce bien que je sûr. peux revenir sur les outils libres Non, pour c'est trop juste tard. mentionner, mentionner que dans l'enquête, on a introduit une nouvelle question relative aux outils libres, une nouvelle question qui s'intitule: Quels moyens avez-vous mis en place dans votre association pour utiliser les logiciels libres? Ce qui permet de mieux caractériser, en fait, parmi les associations utilisatrices des outils libres, quels sont les moyens qu'elles mettent en place. Est-ce que c'est des logiciels gratuits qui sont mis à disposition de certains acteurs tels que Framasoft, Mouvement Colibri, ou est-ce que elles ont d'autres moyens tels que elles souscrivent à un service d'hébergement payant, ce qui montre qu'elles se structurent plus sur la mise en place d'outils libres en interne. Est-ce qu'elles hébergent elles-mêmes les logiciels libres sur leur propre serveur? Donc là, c'est une nouvelle question qu'on a introduite en 2025 et qu'on vous invite à aller découvrir dans le rapport. Tout à fait. Euh, je vais terminer juste de vive voix en disant qu'on a des participants très variés aujourd'hui et en plus des nombreuses associations que vous êtes et des accompagnateurs aussi du secteur. Là, il y a quelqu'un, par exemple, qui rédige une thèse et qui a quelques questions à poser. On ne va pas avoir le temps d'y répondre là, mais typiquement, les coordonnées de Bory sont disponibles à la fin du support de présentation qui sera donc en libre accès. Je vous invite à lui écrire un petit mail avec ces questions. Ça sera encore le plus efficace et en l'occurrence, les réponses pourront être positives pour partager l'étude, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Avec Voilà, plaisir. cela étant dit, on va conclure ce beau webinaire de lancement de l'étude. J'en profite au-delà de ma casquette d'animatrice webinaire pour remercier chaleureusement et féliciter Bory et Cécile en premier lieu, également Marie du côté de Recherche et Solidarité, Camille et Laura chez Solidatech qui ont beaucoup travaillé aussi sur le sujet, des mois de travail et de collaboration. Donc, on est ravis de pouvoir vous en présenter les résultats aujourd'hui. N'hésitez pas à vous emparer des différents supports, du tableau de bord. Si une version papier vous intéresse, notamment de la synthèse, on les met volontiers à votre disposition lors du forum national des associations et des fondations. Si certains d'entre vous veulent nous rencontrer la semaine prochaine, ça sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, Bory et Cécile feront une conférence à ce sujet. Et puis, j'en profite aussi pour glisser, parce que j'ai toujours des infos pratico-pratiques à vous fournir. Vous allez avoir une petite enquête qui s'affiche à la fin en clôturant le webinaire. N'hésitez pas à y répondre. C'est littéralement 30 secondes et nous, ça nous aide à nous améliorer. Donc, on prend volontiers vos retours. Merci beaucoup, Bory. Merci beaucoup, Cécile. Passez une bonne après-midi et à bientôt parce qu'on n'a pas fini nos aventures sur cette belle étude. Ouais, avec plaisir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Salut! Bon après-midi à tous. Au revoir.